fait, la première question, elle va être un peu plutôt pour toi, Bernard Luce, quand on parlait de valorisation, je pense forcément au fond. Toi, que penses-tu justement de tout l'avènement de ces sujets data au sein des différentes startups que tu screens tous les jours pour investir et de cette course à la valorisation autour du mot data? Est-ce qu'il y a vraiment des vrais nouveaux services que tu vois qui pour toi, vont vraiment changer les choses? Pour nous, c'est une vraie opportunité. Il y a des micros là. Pour nous, c'est une opportunité. La conjonction de la déréglementation, du changement de déréglementation en 2014, 2013, 2014, notamment sur le prêt, les paiements, l'assurance, et l'avènement, enfin pas tellement l'avènement, mais plutôt le développement de certaines technologies. Nous nous intéressons particulièrement à tout ce qui est blockchain, mais aussi intelligence artificielle. Alors intelligence artificielle, c'est pas tellement effectivement nouveau comme thématique. Les réseaux de neurones existent depuis longtemps, mais nous nous intéressons surtout avec l'augmentation de la capacité de calcul des ordinateurs, le SaaS qui s'est déployé et qui est accepté par énormément de clients maintenant, à tout ce que ces technologies peuvent ouvrir comme nouvelles opportunités. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc je pense qu'il y a énormément de valeur. Concrètement, quel cas d'usage, quelle chose tu vois vraiment qui te paraissent phénoménales justement? Concrètement, avec un peu de machine learning supervisé, ou pas forcément totalement supervisé, mais au moins renforcé, on peut arriver à scorer, on peut arriver à, par exemple, optimiser certains processus qui étaient assez manuels. Si je prends des exemples dans notre portefeuille, dans le crédit, il y a certaines tâches qui sont encore assez manuelles. On regarde des bilans, des comptes de résultats. Ensuite, on passe des comités. Et la machine, dans certains cas, en utilisant un certain nombre de sources de données, qui ne sont pas simplement les données financières, pas simplement les données bancaires, mais aussi de tas d'autres sources, on peut arriver à être plus efficace que l'homme, c'est-à-dire avoir un meilleur score pour arriver à prédire la capacité de l'emprunteur à rembourser. Et ce, sur des crédits qui, dans certains cas, ne sont pas tellement intéressants à traiter pour les banquiers. Donc on n'est pas en concurrence avec le monde de la banque, mais au contraire des outils qui viennent complémenter et qui viennent accélérer la réponse aux consommateurs. Donc ça, c'est un exemple, c'est le scoring. On va faire aussi du scoring dans la fraude. On va faire du scoring pour arriver à répondre mieux aux clients, à donner aux agents qui travaillent dans les banques et dans les assurances des outils qui leur permettent d'être augmentés, plus intelligents. Donc il y a un champ des possibles absolument extraordinaire qui est aujourd'hui plus qu'une... ça n'est pas un buzzword, c'est un vrai changement. Alors, il y a toujours des abus, mais c'est un vrai changement. Alors justement, tu as deviné ma question, mais j'imagine qu'avant d'investir les sommes que tu investis, tu screens un gros paquet de projets. D'ailleurs, je te croise des fois de par le monde. Est-ce que tu as vraiment l'impression que ce buzz qu'on voit et toute cette inflation d'articles et de sujets autour de la data dans la finance, en particulier la fintech, mais ça serait valable dans tous les domaines d'activité, toi, quand tu soulèves le capot, tu vois vraiment aujourd'hui, soit au niveau académique encore plutôt en recherche, ou même vraiment déjà en implémentation, des sujets fondamentalement nouveaux ces 2-3 dernières années par rapport à ce que tu dis, l'automatisation et du scoring? On en faisait déjà il y a longtemps, hein. Ça va un peu plus vite parce qu'il y a plus de puissance de calcul, mais il n'y a pas de... Ça me paraît pas révolutionnaire, mais... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une composante scientifique dans les sociétés. Pour nous, c'est très important. Donc il y a effectivement, depuis même peut-être 20 ans, des banques d'algorithmes qui sont utilisées dans tel ou tel cas, dont on sait à la pratique qu'elles sont efficaces pour telle ou telle application. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire scientifique dans l'entreprise, conjugué à une expérience opérationnelle du secteur qu'on veut disrupter. Si je reprends l'exemple du crédit, qui est un secteur où nous avons déjà créé une société et déjà vendu une société, en l'occurrence à Tikeo dans le passé, créer une deuxième société pour l'avance de trésorerie. Si je prends cet exemple-là, il serait totalement aberrant de créer une société uniquement avec des scientifiques, parce que les scientifiques peuvent imaginer ce que c'est qu'un crédit, mais ils ne l'ont pas vécu. Donc il faut conjuguer ce savoir-faire scientifique avec celui de quelqu'un qui vient du sérail, qui vient du monde du crédit. Et c'est pour ça que je parle de l'intelligence artificielle supervisée. C'est-à-dire que la machine, elle n'a pas tout bon tout de suite. Donc il faut quand même l'expérience de l'homme qui sait ce que c'est que la difficulté de prêter de l'argent et surtout de le recouvrer. C'est ça le crédit. Si on prête de l'argent et que les gens ne remboursent pas, on a un problème. Donc il faut quelqu'un qui l'ait vécu, qui ait des dizaines d'années d'expérience, qui travaille avec des scientifiques.
Et les scientifiques et le professionnel vont arriver à construire des outils qui eux-mêmes pourront émuler, voire dans certains cas, faire mieux que l'humain pour certains types de crédits qui ne seraient pas rentables à analyser. Si je prends par exemple les petits crédits où la marge est faible, il faut répondre rapidement et utiliser des agents humains pour compulser les tas de documents, ce n'est pas très rentable avec un coût horaire de 30 ou 40 euros en moyenne. Merci, j'ai encore une autre question, je reviendrai vers toi. Mais Sophie, justement, on parlait, tu disais 2001. Oui, j'aimerais illustrer ce que vous dites, c'est très intéressant, puisque nous, effectivement, notre cœur d'expertise, c'est le même depuis 2001, bien sûr, il évolue, mais ce sont des algos, notamment du machine learning, de l'optimisation. Et ce qui a changé, par contre, c'est comment on était perçu par le marché et notre positionnement depuis 2001. Ce qui a vraiment tout changé, c'est la manière dont les banques, les institutions financières se sont ouvertes à des collaborations avec des fintechs comme nous, ouvrir la data. Parce qu'on a pensé, comme toutes les boîtes qui font de l'optimisation de portefeuille, on a pensé en 2007-2008, tiens, on va faire un robot advisor, allons-y. Donc non, on a réfléchi, on ne l'a pas fait. Aller en B2C, c'est très bien sur le papier, on avait tous les algos pour le faire. Il nous manquait une partie d'expertise métier, des gens dont c'est le métier, et la data, bien sûr. Donc on a pris un chemin un peu différent, qui était d'être en B2B et de venir augmenter une expertise de la data qui était déjà présent chez nos partenaires. Et pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui on travaille avec pas mal de banques privées qui cherchent à équiper leurs conseillers pour justement prendre ce virage digital et être en mesure de mieux conseiller leurs clients, d'avoir des outils, tu parlais tout à l'heure de réplicabilité ou d'explicabilité des résultats. Ça, c'est vraiment très important pour la confiance que le conseiller peut avoir avec son client dans une banque privée. Pouvoir expliquer les analytics qu'il montre à son client sur son portefeuille, pouvoir lui expliquer ses préconisations de réallocation. La transparence, ça, c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, on a pris ce biais de venir, et c'est un exemple de use case, mais il y en a beaucoup d'autres dans le réglementaire, dans l'assurance et autres. On est vraiment en association avec ces institutions financières pour venir chercher la donnée, cette richesse de données incroyable que les banques ont aujourd'hui. Et toutes sont en train d'aller vers des modèles plateformes pour justement faciliter l'intégration des API. Et il y a 10 ans, quand on travaillait avec des hedge funds qui avaient plutôt tendance à vouloir répliquer ce qu'on faisait, répliquer notre expertise, aujourd'hui, on travaille avec des banques qui aujourd'hui n'ont plus la prétention de vouloir le refaire. Non pas qu'ils n'ont pas les quants qu'il faut en interne, mais en termes de time to market, en termes aussi d'avoir des outils qui apportent un vrai levier, qui sont tout de suite disponibles, qui sont scalables, c'est vraiment une grosse différence. Donc notre approche du marché a complètement changé. La bande d'ingénieurs, c'est la même. L'expertise, elle est dans la continuité, mais il y a eu vraiment un changement technologique avec les API et les modèles plateformes. Il y a un changement d'état d'esprit des banques qui font qu'aujourd'hui, on vient exactement faire ça, faire du levier et créer de la valeur sur les données que les banques ont. Et on est bien équipé en France sur ce sujet ? Bien équipé sur les plateformes. Tu parles d'ingénieurs, tu parles de... en ingénieur. Oui, toi, oui. En termes d'autres sociétés, parce que tu parles de la tienne, mais est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet mondial quand même, le traitement de la data ? C'est un sujet mondial, mais il y a une vraie expertise en France. Mais je dirais que la France a des très bons ingénieurs. Et je suis bien placée pour le dire, très mauvais vendeur au départ, c'est-à-dire beaucoup en techno-push et en push de son expertise et pas toujours à l'écoute du marché. Alors on essaie vraiment de changer ça. On me disait ça il y a 20 ans, ça n'a pas changé ? Moins. Disons qu'il y a beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'écosystèmes pour aider justement à extraire cette valeur des labos. Nous, on vient d'un labo grenoblois. On a juste mis 15 ans à trouver notre modèle. Pourquoi ? Parce qu'on voulait vendre des maths. Donc on vendait des maths à des matheux qui pensaient être meilleurs matheux que nous. Donc c'était vraiment des discussions compliquées. Aujourd'hui, ça fait sympa les soirées. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on vend de la génération de business pour nos partenaires, pour les banques. Je parle plus de calibration de matrice de variance-covariance avec mes clients, j'en suis très heureuse. Je ne parle plus de techniques d'optimisation, je parle de création de valeur sur ce vivier de données qu'ils ont. Je parle de connaissance du client, de conseils, d'aide à la vente, d'aide à la distribution des produits financiers. Voilà, on a vraiment changé notre langage et la techno, elle est là. Elle est
très présente en France, mais il faut qu'elle soit exprimée de manière à servir un usage compris par nos sponsors en face, compris par l'utilisateur final. Donc en enlevant tous les mots mathématiques de mon vocabulaire, je vends beaucoup mieux. Je vais bientôt arriver à toi, mais Bernard-Louis, je voudrais rebondir toi, parce que je sais qu'en début de mois, tu étais en Asie et encore un peu avant aux US. Donc, même question, est-ce que tu as l'impression que sur ce sujet data et de tous les usages qu'on peut en faire dans la finance, on est plutôt bien placé en France, que ce soit en termes académiques, soutien, développement financier, start-up, par rapport à tout ce que tu peux voir ailleurs? Moi, je trouve qu'on est excellent. Il y a une vraie culture, un mélange de culture scientifique assez puissante en France quand même, avec des écoles d'ingénieurs qui sont reconnues dans le monde entier, des labos exceptionnels, et en même temps ce côté un petit peu impertinent, entrepreneurial, qui fait qu'on va aller très souvent casser les frontières et chercher à faire ce qui n'est pas encore fait. Ça n'est pas le cas de toutes les géographies. Donc je pense qu'on est plutôt excellent. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même tendance à sous-estimer la dimension métier, la dimension marketing, vous en parliez. Effectivement, le client, il nécessite de mettre en place une infrastructure, et au-delà de la science, il y a le marketing, la finance, le management. Ça, c'est un peu notre métier aussi en tant que constructeur d'entreprise, mais c'est bien souvent aussi important que le reste. Et sur ce point-là, je dirais que par rapport aux États-Unis, par exemple, on est quand même très, très en retrait. Aux États-Unis, on met dans la R&D l'investissement user interface et on considère qu'il faut 1 euro d'investissement user interface pour 1 euro d'investissement de recherche. Et en France, dans la R&D, on a tendance à mettre la R&D, la vraie R&D. On dit la user interface, c'est du marketing. Donc il y a une petite différence. Peut-être qu'il peut être grande. On parle de start-up en l'occurrence. Nicolas, ta vision sur ces différentes questions? Alors déjà, pour revenir sur le point que les startups françaises ne font pas forcément beaucoup de marketing, je ne suis pas certain. Je ne pense pas qu'on soit forcément moins bon que nos amis américains, en tout cas pas tous. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que nos amis américains lèvent beaucoup plus de fonds et que les acteurs américains ont beaucoup plus volonté à travailler avec les startups américaines pour les faire accélérer. Et on voit donc des acteurs américains qu'on a concurrents, on n'est pas forcément plus mauvais qu'eux, voire parfois mieux, et on gagne des deals face à eux. Sauf que nous, on a levé quelques millions, un peu plus que 10. Et les Américains en lèvent 400. Donc je pense qu'il y a déjà un premier sujet, c'est changer ce paradigme, de se dire qu'il y a des acteurs européens de valeur et qu'il faut peut-être investir plus. Et on parlait de ce sujet de la valorisation, se dire que peut-être qu'il faut changer le paradigme de la valorisation en Europe. On voit qu'aux États-Unis, il y a des acteurs beaucoup plus valorisés, et en Chine aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les technologies européennes et des startups permettent fortement aux grands acteurs d'accélérer, parce que nous, notre volonté en tant qu'acteurs, c'est déjà de survivre, c'est de réussir, et qu'on va tout mettre en œuvre pour gagner des deals. Et la seule façon qu'on a de gagner des deals, c'est de faire des solutions qui sont meilleures, qui créent de la valeur. Parce que moi, par exemple, dans mon entreprise, si j'arrive pas à montrer de la valeur rapidement, quand on me dit on a un pilote avec vous, le pilote va durer 3 mois. Si en 3 mois, je n'ai pas démontré de la valeur et que je suis prêt à être déployé, je vais avoir du mal à vendre une licence après. Et donc, c'est un gros enjeu. Et donc, les acteurs européens, on a des acteurs européens qui sont en capacité d'accélérer fortement les grands groupes, et notamment les grands groupes dans cette pièce. Et nous, ce qu'on voit, donc, par exemple, sur ce sujet valeur, c'est qu'il y a plusieurs éléments pour faire que l'intelligence artificielle crée de la valeur. Le premier élément pour créer de la valeur, c'est que les business soient impliqués, parce que, comme tu le disais, c'est eux qui connaissent absolument bien leurs clients, ce n'est pas forcément les data scientists. Et donc, si les métiers ne sont pas impliqués très tôt dans les preuves de concept, on ne va pas arriver à avoir des preuves de concept qui passent en production, parce qu'on va avoir des beaux modèles. Du point de vue mathématique, ça sera certainement top-notch, mais à la fin, du point de vue des business, ça ne sera pas en compliance avec leurs contraintes. Par exemple, on peut faire des très beaux modèles, sauf qu'à la fin, ça va pousser un commercial un produit qu'il ne peut pas vendre, parce que les contraintes de ce produit, c'est qu'au-dessus de 75 ans, il ne peut pas vendre le produit à son client, sauf que l'intelligence artificielle a poussé un produit qui faisait qu'à 76 ans, ce produit-là a été poussé. Donc il se dit, mais on me pousse des produits, mais je ne peux pas les vendre à mes clients. Donc le commercial va se dire, j'ai pas confiance dans la technologie, et donc il va pas avoir envie de l'utiliser, et la preuve de concept va pas fonctionner. Donc il y a pas mal de contraintes, et c'est les business qui peuvent expliquer ces contraintes au métier. Et donc nous, chez Dreamquark, on a choisi
pour déjà créer cette confiance, c'est de faire une solution qui était directement utilisée par les métiers, de manière à ce que, de leur côté, ils aient la main sur les paramètres, en se disant voilà les données que je pense utilisables, et une fois que j'ai ces données, voilà le modèle qui, pour moi, convient à mes attentes, et ils peuvent en autonomie le constituer. Ça ne prend pas très longtemps. En quelques semaines, ils ont des modèles qui sont déployés, qui sont construits. Et puis, quand on voit des clients comme RBS ou d'autres grands groupes, en 3 mois, on a non seulement démontré la valeur et réalisé le cas d'usage, mais la solution est déployée en production dans leur système IT. Donc, on voit qu'aujourd'hui, je défie, je pense, n'importe quel grand groupe dans cette salle d'avoir en 3 mois une solution qui a montré la valeur, qui génère vraiment du ROI, parce que nos clients, s'ils passent avec nous, c'est qu'ils voient du ROI positif généré après ces quelques semaines de création de modèles, et c'est déployé en 3 mois de manière à ce que ça soit utilisé par les grands groupes. Alors tu vois que les ingénieurs font de la vente. J'inquiète tout le monde là. Je vends. Et je te rejoins complètement sur ce point-là. Ce qui a changé aussi, c'est que les banques se donnent les moyens de faire réussir ces POC, mettent à disposition, via des programmes d'accélération, des plateformes, mettent à disposition des fintechs les bons sponsors. Et une fois qu'on a le bon sponsor business et qu'on crée ce use case, on a pu aussi voir qu'en 3 mois, 6 mois, on arrive à mettre sur le marché des nouvelles applications qui génèrent du business pour la banque et qui satisfont le client final. Je rajouterai un élément important, c'est l'IT de la banque avec qui on travaille. Parce que l'IT souvent bouge moins vite que le business, et c'est normal, parce qu'ils ont un business cœur à faire tourner. Et il faut aussi que nos technologies soient capables, oui, d'être disruptives, mais d'accompagner la banque dans le changement. Et nous, on le vit vraiment. On sent les équipes IT dans les grands groupes qui sont au début inquiétées par notre arrivée. Mais finalement, on a un travail vraiment main dans la main pour les accompagner dans l'évolution. Et par exemple, oui, on fait du cloud, mais au début, on fait du cloud ready, mais qui est déployé on-premise dans les banques. Et petit à petit, on ira vers le cloud. Mais on a aussi abandonné cette idée d'être tout de suite cloud, tout de suite... parce que toutes les banques ne sont pas prêtes. Et je pense que l'IT est vraiment très important. Tu es en train de dire qu'il faut être capable de ne pas aller trop vite. Non, mais c'est vrai, nous, on a fait une offre cloud en 2007, on s'est méga planté, parce que, alors il y a eu des raisons réglementaires, c'était avant RGPD, mais quand même, voilà, les banques n'étaient pas prêtes à mettre leurs données dans le cloud. Et voilà, et aussi parce qu'elles voulaient que ça soit chez eux, d'un point de vue technologique, dans leur infra. Donc on a changé aussi cette approche en se disant, oui, on est prêt, quand vous voulez, on déploie cloud privé chez vous. Quand vous serez prêt, on vous accompagnera dans le cloud. Mais être disruptif dans l'approche métier, mais dans l'approche IT, accompagner la transition. C'est aussi ça que je trouve difficile, point de vue du fintech, mais super intéressant. Nicolas, tu parlais de métier et de domaine. Je voulais justement te demander, dans le secteur de la finance où vous intervenez quasi exclusivement, quels sont les métiers où tu vois la plus de traction sur tes sujets data, justement d'optimisation des parcours clients et des usages grâce à l'optimisation des traitements de la data? Alors nous, on a fait depuis le début un certain nombre de cas d'usage. On a fait des cas d'usage très marketing sales. On a fait des cas d'usage risque. Typiquement avec RBS, on a des cas d'usage risque. Avec BNP Paribas, G2R La Mondiale, on a des cas d'usage plutôt marketing et commercial, relations clients. On a après des cas d'usage autour de la lutte contre le blanchiment. Donc ça, je peux moins dire mes clients, mais on a ce type de cas d'usage. Et puis on a fait aussi des cas d'usage autour de la trésorerie. Par exemple, prédire quelle était la trésorerie qu'on devait mettre mois par mois pour répondre aux besoins des emprunteurs des entreprises ont une ligne de crédit et savoir combien de lignes de crédit vont être utilisées et à quelle hauteur, de manière à pouvoir bloquer la trésorerie nécessaire. Donc pas mal de cas d'usage, financiers, risques, lutte contre le blanchiment et ensuite commercial, marketing, relations clients. Et ce qui génère à peu près 80% de nos revenus aujourd'hui, c'est commercial, marketing, relations clients. La raison est que ça va plus vite de les déployer et d'avoir du retour, parce qu'il y a moins cette dimension réglementaire. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de réglementaire, mais il y a moins cette dimension réglementaire que pour le risque et la lutte contre le blanchiment. Et aujourd'hui, on voit par exemple la Banque de France qui fait des études pour comprendre vraiment déjà l'impact de ces technologies, mais aussi voir comment on doit, entre guillemets, réglementer l'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire ou assurantiel. Et aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des
réglementations qui sont en train d'être déployées, réfléchies. La Commission européenne, alors une des premières annonces qu'il y avait de cette nouvelle Commission européenne, c'est qu'il y aurait des réglementations sur l'intelligence artificielle. Alors je pense dans un premier temps autour de la reconnaissance faciale, mais aussi sur tous les éléments autour de l'usage des algorithmes, l'éthique des algorithmes. On voit par exemple le gouvernement allemand qui a sorti un rapport de 240 pages sur la réglementation de l'intelligence artificielle. Il y a en ce moment donc le groupe High Level Expert Group de la Commission européenne, donc 52 experts européens du monde académique, du monde de l'entreprise, du monde du légal, qui sont en train de récupérer auprès d'entreprises comment opérationnellement on implémente ces sujets éthiques autour de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est qu'à terme, il y ait des réglementations qui sortent. Donc la partie réglementaire devient assez forte en Europe, avec notamment en Europe une stratégie qui est de créer la confiance dans l'intelligence artificielle et qui est très avancée. Comme j'explique souvent quand je vais aux États-Unis, c'est que la France et l'Europe est leader certainement de quelque chose, c'est les leaders de la réglementation. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas en leader de créer des entreprises qui sont des unicorns et des grands GAFA, mais par contre, on est très bon pour réglementer. Et donc aujourd'hui, il faut le prendre en compte, cette réglementation. Nous, on a pris ça en compte, puisque dans nos solutions, on est en train d'avoir des features pour générer les rapports réglementaires associés aux intelligences artificielles directement. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a traité un certain nombre d'éléments. Le premier élément pour pouvoir répondre à ces genres de réglementaires et éthiques, c'est la dimension explicabilité. C'est un élément très fort. Aujourd'hui, tout le monde parle d'explainable AI. Il y a même, je pense, beaucoup de bullshit autour de l'explainable AI et certains qui annoncent qu'ils ont réinventé l'explainable AI. Je voyais un article de Google, alors que des entreprises, pas que DreamQuark, mais d'autres entreprises dans le monde font ça depuis 4-5 ans. Et donc, d'un seul coup, Google dit oui, on a tout réinventé, alors qu'ils ne font pas plus, voire moins que des acteurs déjà existants. Donc l'explainable AI, c'est la capacité d'avoir un algorithme qui a appris sur des données, de pouvoir exprimer quels facteurs ont été utilisés pour prendre la décision finale. Et ça, c'est très important dans un cas d'usage comme le credit scoring, par exemple. Pourquoi on attribue un crédit à quelqu'un? On a vu Apple Pay avec des grands débats en ce moment sur des hommes qui ont 20 fois la capacité d'emprunter des femmes. Donc il y a le premier sujet, c'est à travers de l'explicabilité, on peut ensuite voir des biais dans les données, donc savoir si une IA n'utilise pas certains facteurs qui seraient à même de discriminer. Donc il y a ce deuxième élément, c'est la discrimination, donc faire en sorte qu'on introduise de l'éthique, et introduire de l'éthique dans les algorithmes, c'est avant tout introduire de l'éthique dans l'usage des données, parce que le problème, il est surtout dans les données, il est moins dans l'algorithme, mais quand on a un algorithme qui apprend sur des données biaisées, on crée des algorithmes biaisés. Donc ça, c'est ce deuxième élément. Et après, il y a l'élément de transparence, justifiabilité et réglementaire, où là, c'est exprimé dans un rapport quelles ont été toutes les étapes qui ont amené à créer cet algorithme, qui prend ces décisions et qui les explique de cette façon, de manière à pouvoir avoir, par exemple, dans les entreprises, des enjeux de gouvernance. Donc l'enjeu de gouvernance, c'est de dire il y a quelqu'un qui crée un modèle, il y a quelqu'un qui le valide, il y a quelqu'un qui décide de le mettre en production, il y a quelqu'un qui le contrôle, et puis après, il y a le régulateur qui intervient pour s'assurer qu'à toutes ces étapes-là, il n'y a pas quelque chose qui est passé. Le Credit Scoring, c'est le premier cas dont on parle où il y a vraiment ce besoin de confiance, mais ensuite, il y a un deuxième cas, c'est la lutte contre le blanchiment. Quand on a une IA qui, dans quelques temps, décidera quelle déclaration de soupçon doit être amenée à Tracfin, il faudra s'assurer que l'IA ne fait pas d'erreur, parce que si jusqu'à présent le traitement humain a amené à ce que certaines déclarations de soupçon soient vraiment amenées à Tracfin et que maintenant elles ne sont plus amenées à Tracfin, on aura un vrai problème. Et donc ça, il faut être sûr que l'IA est robuste. À l'inverse, l'être humain fait aujourd'hui des erreurs dans ce qu'il envoie. Oui, sauf que quand on voit l'augmentation du nombre de déclarations à Tracfin, j'en avais parlé à une époque, ça fait longtemps maintenant, à Tracfin, ils disaient de toute façon, ils ne veulent plus prendre de risques, ils nous envoient tout. Donc, sauf que plus personne ne peut les lire. Quand tu reçois des centaines de milliers, en fait, tu ne les lis même pas. Donc ça, c'est justement un sujet sur lequel le régulateur pourrait peut-être amener, alors c'est toujours difficile, mais amener à ce qu'il y ait un petit peu plus de flexibilité. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit avec les acteurs sur les sujets lutte contre le blanchiment et intelligence artificielle, tous les acteurs sont très prudents parce qu'ils ne voudraient pas que Tracfin ou le régulateur, la CPR, viennent en disant mais là, ça, vous auriez dû le traiter et ça n'a pas été vu par l'IA, donc vous avez mal entraîné votre intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, il y a un sujet sur la lutte contre le blanchiment qui est avant tout un sujet de données, parce que je pense que les intelligences artificielles, et on le voit, font des choses très bien, sauf que si elles n'ont pas la donnée accessible, elles risquent à la fin de faire des mauvais choix parce qu'elles peuvent s'appuyer sur certaines données qui sont aujourd'hui utilisées par les humains. Et généralement, sur ces problèmes mathématiques, c'est pas que l'humain est moins bon, c'est juste que l'humain n'est pas fait pour ces problèmes mathématiques. L'IA devient meilleure parce qu'elle est capable de voir des
patterns dans la donnée, des schémas de données que l'humain va naturellement manquer. Et donc l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup plus de confiance quand c'est bien fait dans les processus que l'être humain, parce que la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est très répétable. À partir du moment où on a bien fait le processus, elle est très répétable, elle n'est pas soumise à la fatigue, elle n'est pas soumise aux émotions matinales, elle n'est pas soumise à elle a divorcé avec son mari ou sa femme. Et même etc. pas à la grève du 5 décembre. Voilà, elle n'a pas fait la fête la veille, donc elle est très, très forte pour être vraiment répétable. Une fois qu'on a une intelligence artificielle qui a été entraînée, elle est complètement déterministe, donc c'est extrêmement efficace dans des processus qu'on veut complètement répétables. Là où l'humain a ses failles, alors l'intelligence artificielle a aussi ses failles, mais ce ne sont pas du tout les mêmes que les failles humaines. Les quelques mots que tu viens de citer m'amèneraient plein de questions, en particulier sur éthique, on va y revenir, mais tu as parlé de réglementation quand même pendant 10 minutes. J'ai un avocat. Est-ce que tu as l'impression, Eric, que comment tu disais, c'est pas de l'inflation, toi tu disais qu'on est spécialiste en réglementation, Nicolas. Est-ce que tu as l'impression que c'est un frein ou au contraire finalement ça nous aide à développer plein de services sur la data? Pas que France. Tu as des micros, faites passer les micros, on en a suffisamment théoriquement. Ça dépend si on parle du passé ou si on parle du futur. Mon fils me disait hier que dans le passé il y avait plus de futur. Je sais plus où il a Non, vu parce ça. que je voudrais réagir par rapport à 2 points et singulièrement par rapport à l'intelligence artificielle. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la patronne d'Eni qui disait un truc du genre quand il y a une nouvelle technologie, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. Et j'ai très peur que sur l'intelligence artificielle, on arrive exactement dans cet environnement-là. C'est pour ça que je parlais du futur. Moi, ma crainte sur l'IA, c'est qu'on ait une régulation contre l'IA, ou en tous les cas contre les telles dérives de l'IA qu'on peut imaginer qu'on ne pourra plus faire d'IA, ou alors dans des conditions extrêmement limitées. Et je reviendrai aussi sur la problématique du scoring, par exemple, avec le RGPD. Donc, sur cette partie intelligence artificielle, je suis super inquiet de ce qui va pouvoir se passer. Il y a des pays qui ont commencé à réguler. Alors, j'ai pas lu la loi en détail parce que je lis très mal le thaïlandais, mais je vous invite à lire la première réglementation au monde sur l'intelligence artificielle qui a été adoptée il y a quelques jours par le gouvernement thaïlandais. Pour ceux qui lisent le thaï, je suis preneur. Je ne l'ai pas trouvé en anglais, donc pour l'instant, je cherche encore. Parce que Google arrive à traduire, mais franchement, c'est compliqué quand même. Et ma grosse crainte, c'est justement qu'on régule contre l'IA. Parce que l'IA fait peur et parce que l'IA inquiète. Et j'aime bien ce discours que vous avez eu, qui est de dire on a un certain nombre de principes. Ces principes-là, l'explicabilité, l'auditabilité, etc., tout un tas de choses qu'on devrait mettre en place. Et que je vous invite vivement, entreprises qui utilisaient de l'IA ou qui développer de l'intelligence artificielle, de vous interroger d'ores et déjà sur justement la mise en place de ces fameuses chartes éthiques, sur lesquelles nous on travaille avec l'Axel dans notre commission juridique. Parce que je pense que si les acteurs eux-mêmes qui développent de l'IA ou qui travaillent sur des produits d'IA ne montrent pas patte blanche, ne montrent pas justement qu'ils font de l'IA, on va appeler ça positif, au service d'eux, et pas de l'IA négatif contre quelqu'un, j'y reviendrai par rapport au scoring tout à l'heure, on risque fort de se retrouver dans un environnement où on va être régulé comme vient de tomber ou vont tomber les régulations sur la reconnaissance faciale, par exemple, avec tout le tollé qu'on a pu avoir sur les cas d'usage qui ont été présentés aussi bien à Nice que dans les lycées à Cannes. Donc il faut être extrêmement attentif, et moi j'invite effectivement toutes les entreprises dès aujourd'hui à penser à réguler ou à auto-réguler leur propre IA pour pouvoir montrer qu'on est des gens bien, qu'on ne veut pas faire de l'IA pour faire du mal aux gens, et au contraire on veut faire de l'IA extrêmement positif. Donc ça c'est un premier point par rapport à ce que tu évoquais sur la régulation. C'est pour ça que je parlais du futur, qui me semble moi être un futur proche et qu'on a intérêt à prendre à bras le corps très 2020. rapidement. 2020. 2020, c'est sûr qu'il y aura un sujet au moins avec la CNIL, parce que sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas, alors peut-être que vous n'avez pas osé lever la main, mais est-ce que certains d'entre vous qui pratiquaient l'IA avaient eu un contrôle de la CNIL sur la partie IA? Levez pas la main, c'est filmé. Voilà, donc ne levez pas la main, c'est filmé, mais moi qui peux la lever, je la lève. J'ai déjà eu 3 contrôles de la CNIL sur des clients qui utilisent de l'IA. Pourquoi? Parce que l'idée de la CNIL en ce moment, et ça n'aboutit pas nécessairement à des sanctions, ça aboutit surtout à essayer de comprendre quels sont les modèles qui sont mis en œuvre dans les entreprises
pour savoir quelle devrait être la position de la CNIL en matière justement d'IA, que ce soit pour des fintech ou ailleurs, parce que de l'IA, on l'utilise dans d'autres secteurs que la fintech. On l'utilise dans les legal tech chez nous, évidemment. On l'utilise dans tout ce qui est recrutement aujourd'hui. Il y a énormément de solutions de recrutement avec de l'IA, donc il y a un vrai sujet par rapport à ça. Après, je parlais du passé aussi en termes de régulation, parce que pour moi, parmi le passé, il y a notre fameux RGPD, qui quand même maintenant, on peut dire, est du passé, même si c'est du passé simple. C'est du présent encore en cours de mise en Ouais, œuvre. non, mais je veux dire, pour ceux qui sont pas aux normes du RGPD, c'est comme si vous jouiez avec 6 balles dans le barillet à la roulette russe, quoi. Donc, c'est assez facile de traiter le sujet. Ceci dit, le RGPD, même après son adoption, pose un nombre incroyable de sujets auxquels on n'est pas encore honnêtement friendly user, du genre comment gérer la minimisation, par exemple, principe de minimisation avec le scoring. Alors là, moi, le malin qui arrive à trouver la réponse, je l'achète. Je cherche des juristes spécialisés en IT, donc voilà des genres de questions qu'on a du mal à trouver. Les problématiques de consentement dans le milieu bancaire versus le fait qu'il y a plein de transactions sur lesquelles on ne peut pas évidemment obtenir le consentement des personnes. Vous parliez tout à l'heure du scoring, alors le RGPD appelle ça plutôt le profiling, mais disons que c'est à peu près la même chose, avec un droit d'opposition au profiling. Comment le matérialiser, comment le mettre en œuvre, tout ça n'est pas si simple. Donc voilà, il y a encore aujourd'hui un sujet. Il y a un sujet d'avenir qui pour moi est l'IA qu'il faut traiter, et il y a un sujet actuel qui est celui du RGPD qu'on doit encore savoir apprivoiser, qui n'est pas. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu l'impression chez tes clients, tout simplement, sans les citer quand même, que ça a freiné, par exemple, cette mise en place du RGPD, certains projets de data qu'il pouvait y avoir, que ce soit dans la finance ou autre d'ailleurs Moi, je confirme. Ah, clairement oui. Non mais clairement oui. En tous les cas, l'année 2018, ça a été comme une année présidentielle, quoi. Il s'est rien passé vraiment en développement. Tout le monde attendait ce qui se passait. Là, ça commence à refrémir un petit peu parce que je dirais le haut de l'iceberg, enfin la partie visible de l'iceberg a été traitée. C'est-à-dire que toutes les boîtes se sont dotées d'une politique d'information des clients, d'une politique de ceci, d'une politique de cela, du machin sur les cookies, des mentions obligatoires en bas des formulaires. Là, tout le monde a compris maintenant. Donc tout ça, c'est fait. Le problème, c'est que quand on gratte et qu'on regarde la réalité du RGPD, et notamment des principes comme la minimisation ou des principes comme la durée de conservation, là, la CNIL se régale. Voilà, parce que quand elle vient débarquer dans une entreprise et qu'elle cherche non pas la partie visible de l'iceberg, mais la partie qu'est-ce que vous avez fait du RGPD sur les parties invisibles que sont minimisation, sécurité des données, privacy by design. C'est pareil, privacy by design. Je veux dire, il fallait être de la Commission européenne pour inventer un concept pareil. Et savoir, aujourd'hui, les clients nous disent donnez-moi une méthodologie privacy by design. Et je leur dis honnêtement, on va essayer de la construire ensemble. Ça me paraît plus raisonnable parce que vous plaquez un modèle de privacy by design, je ne sais même pas par quel bout commencer. Donc non, voilà. Je vois bien comment ça va faire la richesse des consultants et avocats, mais est-ce que tu as l'impression, enfin, puisque Sophie, tu voulais réagir, tu as l'impression que ça a vraiment freiné des projets ces derniers temps, en Europe en particulier Oui, enfin, en tout cas, nous, dès qu'il y a le sujet RGPD dans un contrat, on essaie de l'éviter. La banque essaie de l'éviter, c'est même pas nous. Ils essaient de trouver des contournements pour que ça tombe pas sous RGPD. Notamment, ça freine toutes les solutions cloud qu'on peut proposer à nos clients. Sauf dans des cas où on fait vraiment du calcul stateless, pour être un peu technique, où on ne consomme que de la data, on ne stocke rien, on renvoie le résultat. Ça limite un peu. Toutes les applications qu'on propose à nos clients de hoster dans le cloud, ils veulent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas encore tout ce sujet-là. Ils préfèrent hoster chez eux et ne pas avoir à rajouter 50 pages au contrat. Mais c'est toujours une grosse discussion. Nous, ça bloque certaines formes de contrats. Oui. Pardon, j'avais une question justement pour toi, Bernard-Louis, mais je fais exprès un peu taquine. Mais ton boulot, c'est d'investir l'argent, le tien et celui des autres, et pour maximiser un investissement théoriquement. Est-ce que tu as l'impression que finalement, si tu dois choisir entre mettre 1 euro en Europe où on a ce type de loi sur la data, et en Asie où moi je vais en Chine 2 fois par an et j'ai pas l'impression qu'ils s'inquiètent avec les mêmes sujets, et donc potentiellement 1 euro dans la machine peut peut-être m'en ramener plus si j'ai moins de freins. Ton milliard, tu le mets où finalement? Alors, écoute, je vais commencer par une anecdote parce qu'on s'est rencontrés justement il y a à peu près 1 an et demi à la Hong Kong FinTech Week. Et à l'époque, l'Europe, c'était RGPD. Il y avait la petite excroissance qui pointait son nez déjà sur l'explicabilité dont on vient de parler.
Donc les Chinois avec WeBank, WePay, Zhongan, Ping'an, tout ça, l'assurance, la banque, ils y allaient joyeusement. Même Baidu prenait toutes les données du moteur de recherche et puis ils faisaient du paiement. Enfin, c'était joyeusement mélangé et aucun problème. Et à cette conférence-là, je me souviens que les Européens, on était quasiment les parias de la conférence. Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez une énorme balle dans le pied avec votre RGPD qui sert à rien, mais vous êtes complètement fou. Voilà, ça c'était la réaction. Et puis on a continué le dialogue avec tous ces acteurs. Quelques mois après, et donc là j'y suis retourné, et toute autre atmosphère, parce qu'entre-temps il y a eu Cambridge Analytics, on a quand même secoué le monde et c'est pas fini. Donc il y a eu toutes ces problématiques. Et finalement, là, les Chinois, les Asiatiques ne nous considèrent plus comme des parias, comme des attardés, comme des conservateurs incapables de bouger, mais au contraire, comme une vieille économie qui a des traditions, qui est régulée, qui respecte les libertés et qui finalement a une sorte de prescience. Il y en a un qui a utilisé ce mot-là. Il dit, vous avez une sorte de prescience en Europe parce que vous êtes allé réguler avant même qu'il y ait des problèmes, avant même qu'il y ait des scandales et que tout le monde remette en cause les systèmes totalement déchaînés d'utilisation de données à tout va. Et finalement, la réputation européenne en matière de privacy, en matière d'explicabilité, elle est bonne. Donc on sait quelque part que si on a réussi à construire un système, une solution qui est vendue en Europe, eh bien très probablement cette solution-là, elle s'appliquera aussi en Asie et les acheteurs pourront être rassurés parce que c'est comme un blanc-seing. Donc oui, on part avec une sorte de handicap, mais comme on travaille sous contrainte, quand on a franchi cette contrainte, pour moi, c'est un atout. En gros, si j'arrive à courir le 100 mètres avec 50 kilos sur le dos, c'est que j'y arriverai partout, quoi. Mais... Non, c'est pas tellement ça. C'est que, en gros, si tu t'es entraîné par tous les temps à courir le 100 mètres, le jour où tu cours dans un climat où il fait très très froid, tu es mieux placé que celui qui s'est jamais entraîné par tous les temps. Alors, ceci dit, ma question est conclusive pour tout le monde, mais tout à l'heure tu as cité l'intelligence artificielle et data, l'usage des data en général, c'est pas que pour de l'AI, mais pour le bien. Pour avoir vécu en Asie et un peu aux US, la notion de bien n'est pas forcément la même sous toutes nos contrées. Et c'est pas forcément, et je ne mettrai pas, je vois les sourires, mais je ne suis pas forcément sûr qu'on a raison. Il faut savoir se poser la question. Pour avoir vécu 2 ans en Asie, on nous expliquait que c'est sympa le bien chez nous, où en fait ça ne nous dérange pas qu'on ait peur dans la rue, qu'on puisse se faire attaquer, etc. Ils sont dans des contrées où par contre effectivement ils vont parfois très loin dans la protection de la société, pas de l'individu, et nous très loin dans la protection de l'individu et moins de la société. Donc quand tu fais des produits comme les tiens qui ont vocation, j'espère, si tu veux lever un jour 400 millions à être mondiaux, à vendre aussi bien en Asie, en Europe qu'aux US, comment tu t'adaptes à cette vision justement de l'éthique qui peut être différente par contrée et les réglementations, ça on en a parlé. Pour l'instant, la façon dont je le fais, c'est déjà j'ai pensé à mes clients actuels et donc j'ai cherché des clients qui ressemblent ou des prospects qui ressemblent à mes clients actuels et il y en a en fait, il n'y a pas qu'en Europe où il y en a, hein. Il y a au Canada, ils ont exactement la même stratégie qu'en Europe où d'ailleurs il y a des ponts entre l'Europe et le Canada. Il y a eu 2 instituts d'intelligence artificielle qui ont été annoncés par Emmanuel Macron, un à Montréal et un à Paris. Alors quand on va au Canada, ils parlent d'éthique partout. Je pense qu'ils en parlent même encore plus que chez nous. C'est un vrai sujet pour eux. Ils ont des chercheurs qui travaillent sur l'éthique des données en assurance. Et aujourd'hui, tous leurs projets sont autour de l'éthique et ils n'ont pas de chômage sur ces sujets-là. Donc en tout cas, c'est un vrai sujet. Il y a le Japon aussi qui maintenant commence à adopter la même vision que les Européens. Alors au Japon, ils parlent MIFID, ils parlent RGPD, ils parlent éthique. Donc ils ont vraiment, même s'ils sont plus américains qu'européens, ils adoptent les réglementations européennes. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu pour eux. Et puis après, il y a aussi du point de vue du régulateur, la MAS à Singapour qui a mis 4 principes qu'ils appellent le FIT, Fairness, Ethics, Accountability and Transparency, où aujourd'hui, mes clients, parce on est installé à Singapour, les utilisateurs nous disent alors est-ce que vous répondez au FIT dans votre solution? Alors bon, de ce fait, nous on répond au FIT. Et puis après, il y a Hong Kong aussi, puisque Hong Kong est même encore plus strict que Singapour. Donc tu rejoins ce que dit Bernard Louis, c'est qu'en fait, on était en avance et que maintenant, ça marche plutôt bien d'avoir ce framework de pensée et de régulation pour aller dans ces pays-là. Alors étonnamment, je dirais que même Singapour est en avance sur la France, puisque le FIT a été avant
ces réflexions des régulateurs européens. C'est-à-dire que quand on regarde le rapport donc, de la CPR sur l'intelligence artificielle, ils citent nommément la masse qui avait sorti un rapport sur ces sujets avant les Européens. Donc il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a ces sujets. Moi, je pense que l'enjeu pour l'Europe, et pour les grands acteurs européens, c'est de se dire qu'il faut qu'ils fassent. Moi, je prêche pour ma paroisse, mais vous n'allez pas peut-être pas me contredire. Et en tout cas, je pense que les acteurs européens, bancaires, assurantiels, doivent travailler beaucoup plus avec des acteurs comme nous. Aujourd'hui, on voit des grands acteurs américains qui leur fournissent des solutions de cloud, qui sortent, qui annoncent des offres dans le paiement, dans la banque. Il y en a un qui a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'en 2020, il sortirait une offre de compte particulier en partenariat avec Citibank. Donc je pense qu'il y a plus à... Si on n'a pas vu qui c'est, là, je ne peux rien pour toi. Non, je ne sais pas. Mais donc il y a un vrai avantage à travailler avec des startups qui ont envie de faire avancer les banques européennes dans un premier temps. On peut les accompagner à aller plus vite. Et aujourd'hui, je vois que 20% des problématiques d'intelligence artificielle sont faites avec des acteurs externes et 80% avec des acteurs en le faisant en interne. Je pense que pour l'Europe, il y a un besoin à ce que ça change un peu. Et je dirais que si on arrive à 50-50, 50 à fait avec des startups et 50 fait en interne, on fera émerger des startups qui pourront devenir des leaders. Et on a besoin d'avoir des leaders européens en intelligence artificielle. Je pense que c'est un enjeu de souveraineté aussi, parce que soit on a toutes nos données chez des acteurs américains ou chez des acteurs chinois, soit on se dit qu'en Europe, on a une grosse partie de nos données avec des acteurs européens. Et il faut se dire que peut-être qu'un jour, Donald Trump, comme il le fait avec les Chinois, se dira un matin, tiens, en fait, les Européens me font vraiment chier, donc je vais commencer à serrer la vis. Je pense qu'il parle comme ça sur Twitter, et donc il pourra serrer la vis et on se posera des questions. Alors je sais qu'il y a des projets autour, par exemple, de faire des acteurs de paiement européens. Et je pense qu'il y a des besoins d'avoir, c'est même pas je pense et j'en suis certain, et maintenant j'ai besoin de vous convaincre qu'il faut des acteurs européens forts pour accompagner sur les infrastructures les acteurs européens de la banque, de l'assurance, qu'on a besoin de souveraineté là-dessus. Un grand merci, j'aurais aimé vous poser plein d'autres questions, mais on a 45 minutes, juste quand même, je vais te laisser un petit mot de confiance, tu as vraiment envie, mais le dernier. Non, j'essaie de faire vite. Juste pour revenir sur la réglementation, c'est vrai que nous... pour nous, ça reste aussi un booster d'innovation. Ça donne mal à la tête à nos clients, mais nous, c'est aussi une manière de proposer des nouvelles choses pour leur enlever ce mal de tête, typiquement Solvency 2. Et puis, ça peut s'exporter assez facilement, puisqu'on est quand même aussi... on a des réglementations effectivement un peu plus drastiques ici. Nous, on voit quand même globalement un point commun sur tous les continents. C'est que l'investisseur en bout de chaîne, il veut plus de transparence, il veut de l'explicabilité, il veut de la pédagogie pour comprendre, alors, dans le sujet qui nous concerne, ces expositions en risque marché. Et ça, on le retrouve partout. Après, c'est le go-to-market qui va être différent selon le marché. Mais ce besoin-là, nous, on le retrouve partout, on le sert partout. Apporter la transparence et donner les clés à l'investisseur en bout de chaîne pour comprendre où sont ces risques et comprendre ces décisions. Merci vraiment. Un tout petit mot pour dire que... Oui, tu m'aides vraiment pas. Je t'aide pas, mais non, pour te dire que cette géographie de la réglementation est loin d'être étrangère à notre volonté de nous spécialiser sur la fintech, parce que ce que je pense qu'il n'arrivera pas, c'est ce qui est arrivé sur la adtech. Google, 95% de part de marché, ça n'arrivera pas dans la fintech. Eh ben, merci. Donc tous ceux qui ne sont pas sur ce slide, merci de partir de scène.